Bienvenue sur Oval, le podcast 100% rugby. Ici, on parle de rugby sous toutes ses formes, l'actu brûlante, la stratégie, l'analyse, bref, le rugby dans son ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, installez-vous, nouvel épisode d'Oval. On va attaquer tout de suite avec la première partie, la stratégie, le 50-22. Je voulais aborder ce sujet-là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est une règle qui est passée en 2021, il y a déjà 5 ans, et il est clair qu'elle est, aujourd'hui devenue une arme offensive, clairement hyper importante qui a pris une place considérable dans le rugby moderne. Alors déjà, qu'est-ce que le 50-22? C'est une règle qui a été fixée par World Rugby le 1er août 2021. Historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution des règles, elle se fait, sur 3 principes: la sécurité des joueurs, l'équité dans la lutte et la continuité du jeu. Donc, en priorité, la sécurité des joueurs, bien sûr. Alors vous allez me dire pourquoi le 50-22 peut avoir, un intérêt dans la sécurité des joueurs? On verra plus tard qu'il y en a un et c'est vrai que c'est pertinent. J'ai un exemple qui m'est venu, d'une situation qui aurait pu être potentiellement évitée s'il y avait eu cette règle-là. Alors, déjà pour expliquer ce qu'est le 50-22, pour le définir, très simplement, quand vous êtes dans vos 50 mètres, qu'il y a eu un ruck qui a été effectué ou un lancement de jeu par exemple, vous pouvez, en faisant un jeu au pied indirect, qui sortira en touche dans les 22 mètres adverses, obtenir, la touche, suite à ce jeu au pied. Ça n'existait pas avant du coup le 1er août 2021, ils ont appelé ça le 50-22, c'est inspiré du rugby à 13 et ça a pour but de, comme on disait, favoriser la continuité du jeu, la sécurité des joueurs et garder une équité dans la lutte. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, défensivement, du coup, quand on a cette règle-là, on défend différemment, notamment sur nos positionnements, du triangle arrière, les 2 ailiers et l'arrière. Forcément, la règle de la bascule, enfin ce qu'on appelle la bascule entre l'ailier et l'arrière, et notamment, cette surveillance qu'on doit avoir quasiment constamment dès qu'on est, dans les 50 mètres adverses, sans la possession du ballon. Il faut être dans le contrôle total de cette dernière ligne, des 22 mètres parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut subir un jeu au pied avec un rebond qui va nous faire, reculer de potentiellement 40-50 mètres, lorsque le jeu au pied, rentre dans les 22 mètres et donc perdre, cette possession, enfin de terrain. J'ai lu un article qui était vachement intéressant de World Rugby. Je vous le lis, c'est peut-être la règle qui peut le plus impacter le jeu en fonction de l'utilisation qui en sera faite. L'idée est d'enlever de la densité sur le premier rideau défensif pour libérer des espaces et éviter tout ce qui est collision en première intention en favorisant le jeu dans les espaces. Les équipes vont devoir s'adapter pour couvrir le fond du terrain pour éviter les touches offensives dans les 22 mètres. J'ai en tête, ce choc et je pense qu'on l'a tous à la coupe du monde, je crois 2007 où Sébastien Chabal fait une relance, quasiment de son en-but et il va percuter, le deuxième ligne, néo-zélandais et le néo-zélandais, se fait complètement ouvrir la bouche, il se relève en sang. Je me dis à cette époque-là, si la règle avait existé, peut-être que, Chabal aurait fait un pivot passe parce qu'il y aurait eu un jeu au pied intéressant à faire et donc ça aurait évité un gros choc comme ça qui a, quand même été assez spectaculaire. Certes, ça a, été, on va dire, ça a permis à Chabal de d'être, encore plus, populaire, après ce choc-là, mais c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant et je me dis, si ça se trouve, avec un 50-22, existant en tant que règle, peut-être que ça aurait pu être évité. Bon, après, grand débat, mais en tout cas, voilà, l'idée en tout cas je pense générale sur les 3 points de pourquoi, cette règle est passée. La sécurité des joueurs parce que, c'est souvent, voilà, un choc assez frontal quand on a le 3e ligne centre, qui, couvre en 3e rideau et qui fait une grosse relance comme ça suite à un jeu au pied.
souvent aujourd'hui maintenant, on a des coups de pied plutôt à rebond et donc on a des relances qui sont quand même, moins spectaculaires que ce qu'on avait, à ces époques-là. Donc je pense qu'il y avait une question de sécurité de joueur peut-être à ce niveau-là. L'équité dans la lutte, bon, beh, ça, évidemment, le 50-22 permet aussi de refaire basculer un peu, reprendre l'ascendant, sur l'adversaire et la continuité du jeu. Pourquoi la continuité du jeu? Beh, du coup, je pense que c'est ce côté aussi, on affaiblit la défense en avec un 1er rideau qui est, voilà, un peu moins dense et donc du coup, on a peut-être moins de collisions, peut-être plus de duels, séparés, écartés, moins de chocs violents et donc aussi, potentiellement plus de jeu et de continuité dans le jeu. Cette règle, elle a forcément eu, plusieurs impacts, hein, parce que du coup, ça fait 5 ans qu'on la voit. Il est clair que, il y a eu une évolution offensive, par rapport à ce stratégie-là. Je pense à 2 aspects. Il y a, des lancements qui ont carrément été prévus en conséquence de cette règle. J'ai une image en tête de l'Irlande, je crois l'an dernier contre les Français ou il y a 2 ans, qui tente, une action qui est juste magnifique, mais trop bien couverte par Dupont. C'est lancement sur touche, ça fait semblant d'aller taper au milieu du terrain et en fait l'arrière qui était, on va dire axe terrain, fait le contour de la cellule et ça vient en fait rejouer dans le retour et du coup lui, il était complètement caché et il tente un 50-22. Je mettrai la vidéo parce que c'est vraiment bien fait. Il tente un 50-22 du coup sur un lancement en première main sur lequel on pensait juste aller venir taper en première intention. Il y a un retour qui est bien fait, un jeu au pied du coup, pour tenter un 50-22, magnifiquement couvert par Dupont et du coup ça n'aboutit pas sur un 50-22. Mais ça, c'est clairement quelque chose qui n'était jamais mis en place il y a quelques années et aujourd'hui on commence à le voir. Je pense notamment à des mêlées aussi qu'on voit régulièrement, axe du terrain ou sur des positions, voilà, on est dans un potentiel 50-22 et voilà, le départ sur mêlée avec un jeu au pied rasant, par exemple, du demi de mêlée ou trouver une zone, voilà, derrière les ailiers pour aller chercher ce 50-22. Ça, c'est pareil, il y a eu une vraie évolution, à ce niveau-là. Je pense aussi à une évolution positive, sur ce point-là, c'est que de par le fait que, les lignes arrières craignent le 50-22, on délaisse un petit peu, les petits côtés, les attaques plein champ, dans la moitié de terrain de l'équipe qui attaque, et du coup, ça favorise, des attaques en première main, ça favorise de relancer de ces, 20 ou 30 mètres pour tenter le coup, pourquoi pas pour essayer d'aller marquer. C'est hyper intéressant parce que du coup, on a vraiment, voilà, un jeu qui s'ouvre quand même par rapport à cette règle. Je sais qu'elle avait été beaucoup critiquée parce que du coup les gens disaient: «Ça va faire que jouer au pied, il va y avoir que du voilà, du ping-pong rugby» comme on dit. Je pense quand même que ça a permis d'ouvrir justement, le champ des possibles et du coup, on a une stratégie qui s'est vraiment créée autour de cette règle donc c'est quand même, vraiment intéressant. Sur le plan d'évolution défensif, c'est pareil, il y a eu une vraie évolution. On a eu un vrai, travail du troisième rideau. J'ai en tête, des attitudes, on va dire, d'ailier ou arrière, quand la règle est sortie au début, ils l'avaient pas forcément en tête et ils avaient tendance à dire: «Bon, je laisse couler le jeu au pied, ça fera une touche pour nous, dans notre camp». Non, là, du coup, l'ailier ou l'arrière ou l'ouvreur qui se retrouve en troisième rideau, quand il sait que potentiellement il y a un rebond et que ça va peut-être se finir en 50-22, il va se dépêcher pour aller chercher le ballon et potentiellement, jouer une relance ou du moins ça continue d'avoir du temps de jeu effectif. Donc voilà, il y a une vraie évolution aussi défensive parce que, le troisième rideau est du coup beaucoup plus vigilant, il peut plus se permettre d'être laxiste et on a une vraie, voilà, un vrai challenge quand on est dans le triangle arrière, sauver un 50-22, réussir un 50-22. C'est vrai que ça en est devenu, quelque chose de spectaculaire. J'ai une image en tête de James Lowe qui nous fait un superbe 50-22, je crois l'an dernier contre les Blacks, et le public est complètement, en furie après son jeu au pied. Il harangue le public justement, l'image elle est juste incroyable. Donc ouais, il y a eu un vrai petit truc en plus quand même, sur cette règle-là. Je pensais à des spécialistes aussi, en la matière. Je me disais qui adore, tenter ce genre de choses?
Bon, spontanément, j'ai pensé de suite à Ramos qui en a passé quand même, de très, très beaux. J'ai pensé aussi à Dupont là, qui en a rentré un, quand il est revenu des croisés qui était magnifique. Bon, j'ai pensé à des Français forcément spontanément parce que je regarde beaucoup le top 14, et je suis quand même pas mal, les équipes françaises. Mais, voilà, il y a quelques joueurs, je parlais de Gentlo, il y a quelques joueurs en Europe ou même dans le Super Rugby qui viennent tout juste de reprendre d'ailleurs, où il y a des joueurs de grande classe. Je pensais à Finn Russell aussi qui est juste, ouais, trop, trop fort sur cette règle-là. Donc ouais, franchement, en résumé, le 50-22, c'est clairement, oui pour le spectacle, que ça représente, l'impact positif que ça amène aussi, sur la défense et voilà l'évolution du rugby autour de cette règle. Je trouve qu'elle est hyper bienveillante et il y a voilà, il y a eu un vrai, vrai coup de plus, sur l'arrivée de cette nouvelle règle. J'ai trouvé un lancement qui était assez sympa là de ce week-end, c'est Tyros qui a marqué un très bel essai contre Drancy, d'ailleurs c'est l'essai du bonus offensif. Lancement sur mêlée, bien décalé sur la gauche, peut-être à 10 mètres de l'en-but. La mêlée a tendance à subir en plus, c'est ça qui est quand même assez surprenant, mais c'est hyper bien amené. 8 démarre, porte quasiment pas, donne pour 9. Je pense que c'est le 12, mais il a le numéro 13, il vient couper, sur le 9, ça donne dans le dos pour le 10. Il y a une deuxième coupe qui arrive et ça donne pour, l'arrière qui arrive avec un super timing et de la vitesse. La deuxième coupe aussi, elle est très, très bien faite parce qu'il y a une très voilà, il arrête très bien le défenseur et derrière, ça fait un surnombre, ça fait un décalage. Il y a un 2 contre 1 joué, il garde le ballon, il va marquer. Mais, ouais, très bel essai de Tyros, je le mettrai en vidéo franchement, très sympa. Allez, pour parler un peu de l'actualité du week-end qui arrive, surchargé clairement entre la Pro D2 qui a démarré hier soir. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Nevers contre Colomiers, franchement, je vous le conseille. Mais il y a une grosse journée de Pro D2 ce soir. On a du top 14 qui arrive samedi et dimanche, le 6 Nations évidemment. Et on a le Super Rugby qui a réattaqué. Il y a eu des matchs aujourd'hui et il y en a encore demain. Très très grosse actu. Je vais parler un peu de top 14. Il y a une belle journée. Bon, il n'y a pas les internationaux, mais ça s'annonce quand même assez costaud. Il y a, alors pour tout lister, un Bordeaux-Castres. Castres qui en ce moment a l'écro qui va chercher une victoire à Bayonne. Enfin, c'est vraiment du costaud. Ça vient de gagner clairement à la maison. Je pense que ça a envie d'aller chercher quelque chose à Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux en plus a perdu contre le Stade français à la maison il y a quelques semaines. Donc voilà, ça va à mon avis, attendu. Il y a un La Rochelle-Montpellier aussi. Pareil, on ne sait pas ce que ça va donner parce que Montpellier, ça s'accroche à tous les matchs. La Rochelle, ils sont passés quand même sacrément à travers contre Lyon. Ils ont pris plus de 40 points à la maison. Donc, match costaud. On a un Perpignan contre Pau, bah, là c'est un peu le duel des extrêmes, c'est deuxième contre 13e. Perpignan qui semble avoir retrouvé des couleurs, qui va affronter un Pau qui va essayer d'aller chercher quelque chose. Donc je pense qu'on va avoir un bon match à 16h30 qui s'annonce vraiment costaud. Ensuite, on a un Bayonne Racing, Bayonne qui enchaîne plusieurs défaites à la maison, enfin pardon, qui enchaîne plusieurs défaites d'affilée. Ils vont vouloir justement se rattraper à la maison. J'ai vu qu'il y avait du monde qui était rentré dans le groupe. Donc pas évident, le Racing, c'est quand même costaud, hein, mais ça aimerait bien aller chercher des points à l'extérieur pour remonter au classement. Donc pas facile. On a un Lyon-Montauban aussi à 16h30. Là, je vois quand même une victoire lyonnaise assez large, mais pareil, Montauban, voilà, ça veut rien lâcher parce que ça aimerait bien exister encore en top 14, donc pas simple. À mon avis, victoire quand même lyonnaise. On a un Toulon-Clermont aussi qui s'annonce costaud de chez costaud. Des Toulonnais avec, voilà, on le sait, hein, 2 gros pas qui vont se jouer, hein, des Toulonnais très solides devant, des Clermontois très solides devant. Je pense qu'on va avoir une belle partie de combat. Et dimanche soir, on terminera par le duel des stades, Stade français contre Stade toulousain. Donc pas évident, franchement ça annonce quelque chose d'assez croustillant. Pour parler un peu rapidement de la Grande Mêlée, le jeu sur lequel je joue de Fantasy Top 14.
J'ai démarré un peu là, j'attends les compos officielles, mais sur les compos probables pour l'instant, bon ben, je vais partir avec 4 Lyonnais, clairement un capitaine et un super sub en Lyonnais, je pense. Certainement des Parisiens parce que j'ai vu la compo probable des Toulousains un petit peu diminuer. Paris, clairement cette année ça déroule très, très bien. Je pense aussi des Toulonnais, parce que c'est solide à domicile. Un ou 2 Bayonnais, des joueurs, costauds et notamment Carreras. Peut-être, je sais pas trop, j'hésite encore, mais certainement des Bordelais parce que bon, je pense que ça va gazer, mais j'hésite encore à mettre, peut-être un ou 2 Palois, notamment Gourgadier qui fait toujours des stats, XXL. Donc voilà, pour résumer, les choix de la grande mêlée, ça va être, clairement 4 Lyonnais, certainement, des Parisiens et un peu de Toulonnais. Je toucherai pas aux Rochelais, ça c'est sûr, j'ai trop peur, c'est trop dangereux. Des Bordelais, j'ai envie de me dire, à domicile quand même, ils peuvent échouer une fois, mais pas 2. Mais ils reçoivent un Castres très costaud, donc je pense que je vais mettre Cameron Woki parce que, il fait toujours des points, il est en troisième ligne et sur la grande mêlée, il est en deuxième ligne. Mais après, voilà, je vais quand même, éviter, de trop me mouiller sur ce match-là parce que je sens que ça va être, pas simple. Castres, ça va venir s'accrocher. Et sûrement, voilà, à mon avis, 1 ou 2 Bayonnais et puis voilà, donc voilà. Surtout des Lyonnais et j'espère que ça va gazer très, très fort pour eux, pour ramener beaucoup de points sur la grande mêlée. J'espère qu'Owain Nicolo, il va mettre un triplé, mais bon, à voir. J'ai aussi joué au Fantasy 6 Nations, je sais pas si vous le saviez, mais il y a aussi, l'équivalent du top 14, pour les 6 nations. J'ai fait une journée, pas terrible, la première journée, mais en même temps, c'est quand même pas facile à il faut vraiment suivre, il faut connaître tous les joueurs italiens, tous les joueurs écossais. J'avoue que je les connaissais pas, j'en connaissais une bonne partie, mais je m'étais pas dit: «Tel joueur va scorer fort», il fallait mettre, enfin, notamment en super sub, par exemple, le meilleur super sub, c'était le remplaçant irlandais, alors que donc il a fait 96 points, je crois, alors qu'ils se sont fait rouler dessus, par la France. Donc bon, pas évident. Deuxième journée, du coup, il y a un Irlande-Italie, on a Écosse-Angleterre qui va être, bouillant pour la Calcutta Cup. Les Écossais, en plus, ils se sont fait secouer en Italie, dans des conditions très compliquées, mais je pense que ça va être un très, très gros match. Et pour finir, un petit Pays de Galles-France où, j'espère que la France va aller dérouler, au Pays de Galles pour qu'on puisse, continuer sur notre lancée, du 1er match. Par rapport à la fantaisie et au jeu, évidemment obligé de mettre 4 Français, en capitaine, je pense mettre, on verra, mais bien Biarré et après, certainement 4 Irlandais aussi. Ce qui est pas facile, c'est que du coup, tu peux mettre que 4 joueurs par équipe, donc du coup, 4 Irlandais, 4 Français. Je vais partager des Écossais et des Anglais parce que je me dis que ça va être un gros, gros match avec beaucoup d'intensité. Mais du coup, ouais, je suis obligé de mettre, je vais mettre un Gallois, je pense, Riz Zamit et on verra, je sais pas, parce que Ramos, il va être encore monstrueux, donc pas facile. Voilà pour, un peu l'actu rugby. Il y a des choses très, très intéressantes, ce week-end. Il y a des matchs à regarder, du soir au matin et du matin au soir, donc c'est quand même assez incroyable. On arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.